Imaginez une terre où les cèdres millénaires ont vu passer des pharaons, des philosophes grecs, des légions romaines et des croisés. Une terre si petite qu'elle tient presque dans la paume de la main, mais si dense en histoire qu'il faudrait des siècles pour tout raconter. Point saviez-vous que le premier alphabet de l'humanité est né ici, sur cette côte méditerranéenne? Saviez-vous que des dieux oubliés, des empereurs puissants et des marchands audacieux ont tous laissé leur empreinte sur ce même sol, parfois à quelques mètres les uns des autres? Et saviez-vous que ce pays, à peine plus grand que la Corse, a été le carrefour de presque toutes les grandes civilisations du monde, qui étaient vraiment les Phéniciens, ces navigateurs légendaires qui ont traversé les océans bien avant les Européens? Comment une petite province romaine est-elle devenue le berceau du christianisme oriental? Et pourquoi ce pays, après avoir brillé comme la perle du Moyen-Orient, a-t-il sombré dans une guerre civile qui dure, sous différentes formes, jusqu'à aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons traverser cette 1000 ans d'histoire. Nous allons marcher avec les Cananéens, naviguer avec les Phéniciens, philosopher avec les Grecs, bâtir avec les Romains, prier dans les premières églises d'Orient et vivre les transformations profondes qui ont façonné le Liban moderne tel que nous le connaissons. Préparez-vous, ce voyage commence maintenant. Notre histoire commence aux alentours de l'an 3000 avant Jésus-Christ, dans un territoire que les anciens appelaient Canaan. Ce n'est pas encore le Liban, ce n'est pas encore la Phénicie. C'est simplement une bande de terre entre la mer et la montagne, habitée par des peuples sémitiques qui construisent des maisons, cultivent des oliviers et commencent à comprendre que la mer, devant eux, n'est pas une frontière. C'est une route. Ces premiers habitants fondent des villes qui vont traverser le temps comme des rocs. Byblo, l'une des plus anciennes cités habitées en continu sur Terre. Sidon, la grande, la fière. Tyr, bâtie sur 2 îlots rocheux, qui deviendra l'une des métropoles commerciales les plus puissantes de l'Antiquité. Ces cités ne sont pas unies sous un seul roi. Chacune est une cité-État indépendante, rivale parfois, alliée selon les circonstances, mais tout tournée vers la même vocation, le commerce maritime. Vers 1200 avant notre ère, quelque chose se passe dans le monde méditerranéen. Une vague de destruction, que les archéologues appellent encore mystérieusement l'effondrement de l'âge du bronze, balaie des empires entiers. Les Mycéniens disparaissent. Les Hittites s'effondrent. L'Égypte s'affaiblit. Mais les villes de la côte libanaise, elles, survivent. Et dans cet espace laissé vide, elles prospèrent comme jamais. C'est à ce moment que les Grecs les appellent les Phoiniciens, les Phéniciens, du mot grec pour cette couleur royale extraite du murex, un coquillage dont ils ont le secret. Et c'est à ce moment que commence leur âge d'or. Les Phéniciens construisent des navires d'une habileté extraordinaire. Des bateaux capables de traverser la Méditerranée entière, de longer les côtes d'Afrique du Nord, peut-être même de doubler le cap de Bonne-Espérance des siècles avant Vasco de Gama. Ils fondent des colonies. Carthage, en Afrique du Nord, qui deviendra l'adversaire de Rome. Cadix, en Espagne. Malte, Chypre, ils commercent en bois de cèdre, le fameux cèdre du Liban, si précieux que les pharaons d'Égypte en commandent régulièrement pour leurs temples et leurs palais. Mais le plus grand cadeau des Phéniciens à l'humanité n'est pas la pourpre, ni le cèdre, ni même le verre qu'ils maîtrisent si bien. C'est l'alphabet. Entre le 10e et le 9e siècle avant notre ère, des scribes de Byblo ou de ses environs mettent au point un système d'écriture de 22 signes représentant chacun un son consonantique. Simple, radical, génial. Les Grecs vont l'emprunter et y ajouter des voyelles. Les Romains vont l'adapter. Et aujourd'hui, quand vous lisez ces mots, que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou en arabe, vous utilisez, dans sa forme transformée, l'alphabet créé sur ces côtes libanaises. Et la Phénicie n'est pourtant jamais à l'abri. Les Assyriens l'envahissent au 8e siècle, les Babyloniens au 6e. Et en 332 avant Jésus-Christ, un jeune général macédonien de 24 ans arrive avec son armée. Il s'appelle Alexandre le Grand. Il assiège Tyr pendant 7 longs mois, une opération militaire qui restera dans les manuels d'histoire pour sa brutalité et son génie. Une fois Tyr tombé, le monde phénicien entre dans une nouvelle ère. Après Alexandre, la Phénicie entre dans le monde grec. Ces villes adoptent la langue grecque, la philosophie, les théâtres, les gymnases. Byblo devient Jébal. Sidon reste Sidon. Et Beyrouth
une ville qui existait déjà depuis le Bronze Âge, commence lentement à prendre de l'importance. C'est une période de fusion culturelle intense, où les dieux phéniciens se superposent aux dieux grecs, où Baal devient Zeus, où Astarté devient Aphrodite, puis vient Rome. En 64 avant notre ère, le général Pompée intègre la région dans la province romaine de Syrie. Et c'est sous Rome que Beyrouth connaît sa première grande transformation. Les Romains construisent ici une colonie, la Colonia Julia Augusta Felix Berytus, et y implantent une école de droit qui va devenir l'une des plus réputées du monde antique. Pendant des siècles, les juristes de Beyrouth vont codifier les lois qui serviront de fondation au droit byzantin et, plus tard, influenceront le droit européen. Mais la plus grande réalisation des Romains sur ce sol est sans doute Baalbek. Dans la plaine de la Bekaa, à l'est des montagnes, ils construisent un complexe de temples d'une taille et d'une grandeur qui dépasse presque l'entendement. Le temple de Jupiter Heliopolitanus, avec ses colonnes de 20 mètres de haut, reste à ce jour l'une des constructions religieuses les plus imposantes de l'histoire humaine. Certaines des pierres utilisées dans ces fondations pèsent plus de 800 tonnes. Comment les Romains les ont-ils déplacées? Les archéologues débattent encore point et c'est sous la Rome tardive qu'une transformation spirituelle va changer le Liban pour toujours. Le christianisme, né en Palestine voisine, se répand rapidement dans les villes côtières. Des communautés chrétiennes s'établissent à Sidon, à Tyr, à Beyrouth. Selon la tradition, le Christ lui-même aurait traversé ces terres et certains récits évangéliques mentionnent sa présence dans la région de Tyr et Sidon. La montagne libanaise va devenir, au fil des siècles, un refuge pour les chrétiens d'Orient, une identité qui marquera profondément l'histoire du pays à venir. En 395 après Jésus-Christ, l'Empire romain se divise. La côte libanaise passe sous l'autorité de Constantinople, l'Empire byzantin. Pour les communautés chrétiennes, c'est une période de floraison. Des monastères s'installent dans les montagnes, des évêchés sont fondés, et la liturgie se développe en araméen et en grec. C'est dans ces monastères que les moines maronites, une communauté chrétienne qui se réclame de Saint Maron, un moine syrien du IVe siècle, commence à forger une identité distincte dans les hauteurs du Mont Liban, puis arrive le 7e siècle, et avec lui, l'un des plus grands bouleversements de l'histoire universelle. La péninsule arabique voit naître l'islam. En quelques décennies, les armées musulmanes transforment la carte du monde. En 636, à la bataille du Yarmouk, les Arabes écrasent l'armée byzantine. La Syrie, la Palestine et les côtes libanaises passent sous domination islamique. Et la transition est plus douce qu'on pourrait le croire. Les populations chrétiennes ne sont pas persécutées. Elles deviennent des dhimmis, des protégés soumis à une taxe spéciale, mais libres de pratiquer leur religion. Lentement, sur les siècles qui suivent, une grande partie de la population des plaines se convertit à l'islam et adopte la langue arabe. La montagne, elle, reste un refuge pour les communautés chrétiennes, notamment les maronites qui maintiennent leurs traditions, leurs rites et leur langue liturgique araméenne. Sous les Omeyyades, puis les Abbassides, le Liban est une province parmi d'autres d'un empire immense. Beyrouth est un port actif. Tyr et Sidon prospèrent dans le commerce. Route caravanière qui traverse la Bekaa relie la côte méditerranéenne à Bagdad et Damas. C'est aussi dans cette période que les Druzes apparaissent, une communauté ésotérique issue d'une branche de l'islam ismaélien. Au XIe siècle, qui va s'installer dans les montagnes du Chouf et jouer un rôle considérable dans l'histoire future du Liban. En 1099, la première croisade s'achève par la prise de Jérusalem. Et dans les années qui suivent, les croisés s'installent sur la côte libanaise avec une ferme intention d'y rester. Tripoli devient le siège du comté de Tripoli. Tyr et Sidon sont fortifiés. Des châteaux s'élèvent dans les montagnes. La région est divisée entre seigneurs francs qui entretiennent des relations complexes, parfois hostiles, parfois commerciales, avec les populations locales chrétiennes et musulmanes, les maronites, qui partagent la foi chrétienne avec les croisés, développent une alliance particulière avec Rome à cette époque. En 1182, ils entrent en communion avec l'Église catholique romaine tout en conservant leur liturgie et leur organisation propre. C'est une union qui définira leur identité pour les siècles à venir, mais les croisés ne peuvent pas tenir indéfiniment. En 1187, Saladin reprend Jérusalem. Les batailles se succèdent. Et en 1291, la dernière grande forteresse franque, Saint-Jean d'Acre, tombe face aux Mamelouks d'Égypte. La présence croisée en Terre Sainte prend fin. Les sultans mamelouks contrôlent désormais la région.
et le Liban passe sous leur autorité, sous les Mamelouks. Le commerce maritime retrouve sa vigueur. Beyrouth redevient un port important sur les routes des épices. Les marchands génois et vénitiens y ont leur comptoir. La soie produite dans les montagnes libanaises s'exporte vers toute l'Europe. La montagne reste un espace où des communautés distinctes, maronites, druzes, chiites, sunnites cohabitent selon des équilibres fragiles mais durables. En 1516, le sultan ottoman Selim Ier bat les Mamelouks à la bataille de Mardabik et tout le Levant passe sous la bannière ottomane. Pour le Liban, cette domination va durer 4 siècles, une période si longue qu'elle va profondément marquer la culture, la langue, la cuisine, l'architecture et la structure sociale du pays. Mais les Ottomans ne gouvernent pas le Liban directement comme une province ordinaire. La montagne du Liban jouit d'une certaine autonomie, gouvernée par des émirs locaux qui paient tribut à Istanbul, mais conservent leurs prérogatives intérieures. Le plus célèbre de ces princes est Fakhr al-Din II, de la famille Mahen, qui règne au début du XVIIe siècle. Homme d'une intelligence politique rare, il tisse des alliances avec les Médicis de Florence, attire des ingénieurs et des marchands européens, développe l'agriculture de la soie et étend son pouvoir sur une grande partie du Levant avant d'être finalement capturé et exécuté par les Ottomans en 1635. Il reste dans la mémoire libanaise comme un précurseur de l'identité nationale. Près les Mahen viennent les Shehab, et parmi eux, Bachir Shehab II, qui règne de 1788 à 1840, représente l'un des personnages les plus ambivalents et les plus puissants de l'histoire libanaise. Allié tantôt aux Ottomans, tantôt aux Français, tantôt à l'Égypte de Muhammad Ali, il unifie le Mont Liban sous son autorité mais use aussi d'une violence politique qui lui vaut autant d'ennemis que d'admirateurs. Le 19e siècle apporte des tensions nouvelles. En 1840, des conflits éclatent entre maronites et druzes dans la montagne. Des tensions alimentées par des rivalités féodales, des intérêts économiques divergents et des manipulations extérieures. En 1860, la situation dégénère en massacre. Des milliers de chrétiens sont tués dans des pogroms qui secouent le monde entier. La France intervient militairement et les Ottomans, sous pression internationale, accordent au Mont Liban un statut spécial. La Mutasarrifia, gouvernée par un administrateur chrétien non libanais nommé avec l'accord des puissances européennes. Cette période, de 1861 à 1914, est souvent décrite comme une période de relative prospérité et de stabilité pour la montagne. Pendant ce temps, Beyrouth se transforme. Des missionnaires américains protestants et des jésuites français y fondent des universités. L'université américaine de Beyrouth en 1866, l'université Saint-Joseph en 1875. Une presse arabe vivante y naît. Des intellectuels, des poètes, des réformateurs font de Beyrouth le centre de la Nahda, la renaissance culturelle arabe. Et une diaspora libanaise commence à s'établir en Amérique du Nord et du Sud, au Mexique, en Australie, en Afrique de l'Ouest. Cette diaspora qui, aujourd'hui encore, représente plusieurs fois la population du Liban lui-même. Puis arrive la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Le Liban souffre terriblement. Un blocus naval imposé par les Alliés, combiné à des réquisitions ottomanes impitoyables et à une invasion de sauterelles, provoque une famine catastrophique. On estime qu'entre 1915 et 1918, la moitié de la population du Mont Liban, 200 000 personnes, meurt de faim. C'est l'une des tragédies les moins connues de ce conflit mondial, mais l'une des plus dévastatrices pour ce petit pays. Avant de continuer notre voyage à travers l'histoire du Liban, faisons une courte pause. Si vous appréciez ce type de contenu, ces récits qui donnent vie aux grandes pages de l'histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne À travers l'histoire. Chaque semaine, nous explorons l'histoire d'un pays, d'une civilisation, d'un moment qui a changé le monde. Un abonnement, c'est la garantie de ne rien manquer. Et si cette vidéo vous plaît, un petit pouce en l'air aide vraiment notre travail à se faire connaître. Maintenant, reprenons notre voyage. Il reste encore beaucoup à raconter. Quand la Première Guerre mondiale se termine, l'Empire ottoman s'effondre. Et les puissances victorieuses, France et Grande-Bretagne notamment, se partagent le Proche-Orient comme on découpe un gâteau. En 1920, la Société des Nations confie à la France le mandat sur la Syrie et le Liban. Et le 1er septembre de cette même année, le général Gau proclame depuis Beyrouth la création du Grand Liban. C'est un moment historique, mais aussi un moment de tension. Le Grand Liban réunit le Mont Liban traditionnel avec des régions à majorité musulmane.
le Akkar au nord, la Beka à l'est, le Jabal Amel au sud et la ville de Beyrouth. Cette décision française satisfait les communautés chrétiennes et notamment les maronites qui avaient demandé un État plus grand sous protection française. Mais elle crée d'emblée un défi démographique et politique. Comment gouverner un pays où coexistent des maronites, des sunnites, des chiites, des druzes, des grecs orthodoxes, des arméniens et tant d'autres communautés? La France administre le territoire avec une double logique. D'un côté, elle investit dans les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, le port de Beyrouth. De l'autre, elle pratique une politique de division communautaire qui ancre le confessionnalisme dans les institutions. Le recensement de 1932, qui montre une courte majorité chrétienne, devient la base d'un système de partage du pouvoir entre communautés, un système qui va perdurer jusqu'aujourd'hui et expliquer beaucoup de la complexité politique libanaise. La Seconde Guerre mondiale secoue le Liban. Après la chute de la France, le territoire passe sous l'autorité de Vichy avant d'être repris par les forces de la France libre et britannique en 1941. Et dans ce contexte de guerre et d'instabilité, la pression pour l'indépendance monte. En 1943, les leaders libanais Béchara el-Khouri, maronite, et Riyad el-Saul, sunnite, s'entendent sur le pacte national, un accord oral qui définit les grands équilibres du futur État libanais. La présidence pour les maronites, la primature pour les sunnites, la présidence du Parlement pour les chiites. Le 22 novembre 1943, le Liban proclame son indépendance. Les Français, après quelques résistances, quittent définitivement le pays en 1946. Les décennies qui suivent l'indépendance voient le Liban connaître une prospérité presque miraculeuse. Beyrouth devient la capitale financière du Proche-Orient. Les banques s'y multiplient, le secret bancaire libanais, introduit en 1956, attire des capitaux du monde entier, notamment des monarchies du Golfe. Les hôtels de luxe accueillent des touristes du monde entier. Les magazines parlent du Paris du Moyen-Orient. Sur la corniche de Beyrouth, on voit des femmes en bikini se baigner à quelques kilomètres de mosquées et d'églises, la vie intellectuelle et culturelle est effervescente. L'université américaine de Beyrouth et l'université Saint-Joseph attirent des étudiants de tout le monde arabe. Des maisons d'édition publient en arabe, en français, en anglais. Des poètes comme Khalil Gibran, né dans la montagne libanaise et émigré en Amérique, ont déjà porté la voix libanaise dans le monde entier. Des artistes, des philosophes, des journalistes font de Beyrouth le forum intellectuel du monde arabe. Mais sous cet éclat se cachent des fragilités profondes. Le système confessionnel fige les inégalités. Les chiites du sud et de la Beka, longtemps marginalisés, commencent à s'organiser. La cause palestinienne, avec la création d'Israël en 1948 et l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés palestiniens au Liban, introduit une tension permanente. En 1958, une première crise civile éclate et nécessite l'intervention des Marines américains. La paix revient, mais les fondations s'effritent. En 1967, la guerre des 6 jours transforme la région. En 1970, après leur expulsion de Jordanie, les factions armées de l'OLP s'installent massivement au Liban. Le pays devient une base d'opérations contre Israël et la cible des représailles israéliennes. L'État libanais, trop faible et trop divisé, est incapable de contrôler ses dynamiques. La mèche est allumée. Il ne reste plus qu'une étincelle. Le 13 avril 1975, des hommes armés attaquent un bus dans le quartier d'Ain el-Remaneh à Beyrouth. Des dizaines de Palestiniens sont tués. C'est la réponse à une fusillade survenue dans la matinée lors d'une messe. En quelques heures, les combats éclatent dans toute la ville. La guerre civile libanaise vient de commencer. Elle durera 15 ans. Ce qui suit est l'une des pages les plus douloureuses et les plus complexes de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient. La guerre libanaise n'est pas un simple conflit entre deux camps. C'est une mosaïque de guerres superposées. Les phalangistes chrétiens contre les factions palestiniennes, les milices de gauche contre la droite, les Syriens qui interviennent en 1976, les Israéliens qui envahissent le Sud en 1978, puis massivement en 1982 pour expulser l'OLP, les forces multinationales qui tentent de maintenir la paix,
les enlèvements d'Occidentaux par des groupes radicaux, l'émergence du Hezbollah financé et armé par l'Iran après 1982. Beyrouth, qui était surnommée la Perle, se couvre de ruines. La ligne verte divise la ville en deux, à l'est les zones chrétiennes, à l'ouest les zones musulmanes. Des immeubles entiers sont détruits. Le centre-ville, jadis lieu de rencontres et de commerce, devient une zone de combat désertée. 200 000 personnes meurent. 1 million fuit le pays, ce sont des années de terreur. Mais aussi, et cela mérite d'être dit, des années de résistance culturelle. Des cinéastes, des musiciens, des écrivains continuent de travailler dans les intervalles entre les obus. La radio diffuse de la musique. Des écoles fonctionnent dans des caves. Le Liban ne veut pas mourir. En 1989, les accords de Taïf, négociés en Arabie Saoudite, mettent fin au combat. Les milices acceptent de déposer les armes, en théorie. Le système politique est reconfiguré pour donner plus de place aux communautés musulmanes. Les troupes syriennes, présentes depuis 1976, restent au Liban comme garant de la paix. En 1990, avec la chute du général Aoun, la guerre prend officiellement fin. La reconstruction peut commencer. Après la guerre, le Liban ressemble à un pays qui a traversé une catastrophe naturelle. Des quartiers entiers de Beyrouth sont en ruine. Les infrastructures sont détruites. L'économie est en lambeaux. Et pourtant, quelque chose de remarquable se produit. Avec une rapidité et une énergie qui étonnent le monde, le Liban commence à se reconstruire. L'homme qui incarne cette reconstruction s'appelle Rafik Hariri. Entrepreneur milliardaire, constructeur, diplomate, il devient Premier ministre en 1992. Sa société solidaire rachète et rénove le centre-ville de Beyrouth, transformant les ruines en un quartier moderne et élégant. Des milliards de dollars affluent. Le tourisme reprend. La bourse de Beyrouth rouvre. Pour beaucoup de Libanais, c'est une résurrection. Mais la tutelle syrienne pèse lourd. Les services de renseignement syriens contrôlent une grande partie de la vie politique. Des assassinats et des intimidations font taire les opposants. En 2000, les forces israéliennes se retirent du Sud-Liban qu'elles occupent depuis 1982. Sous la pression du Hezbollah, une victoire militaire et symbolique qui renforce considérablement le prestige et la puissance de ce mouvement. Puis, le 14 février 2005, une explosion dévastatrice secoue Beyrouth. Rafik Hariri est assassiné dans un attentat à la voiture piégée sur la corniche. 22 autres personnes meurent avec lui. L'émotion est immense. Dans les semaines qui suivent, des millions de Libanais descendent dans la rue. C'est le mouvement du 14 mars que la presse internationale appelle la révolution du Cèdre. Sous cette pression populaire et internationale, les troupes syriennes quittent le Liban après 29 ans de présence. Les années qui suivent la révolution du Cèdre ne sont pas des années de stabilité retrouvée. C'est au contraire une période de crise répétée, d'une intensité qui va en s'aggravant. En 2006, une guerre de 33 jours entre le Hezbollah et Israël dévaste le Sud-Liban et la banlieue sud de Beyrouth. Des milliers de civils fuient. Des centaines meurent. Les infrastructures sont lourdement endommagées. Un accord de cessez-le-feu met fin au combat, mais les tensions demeurent. Et la vie politique libanaise aussi entre accords précaires et crise institutionnelle. Le pays connaît des périodes sans gouvernement, sans président, sans accord sur les grandes orientations nationales. La jeunesse libanaise, brillante et cosmopolite, part en masse à l'étranger. L'émigration, déjà massive depuis des générations, s'accélère encore. En octobre 2019, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une taxe proposée sur l'application WhatsApp, anecdotique en apparence, déclenche une révolte populaire massive. Pendant des semaines, des centaines de milliers de Libanais de toute communauté, toute religion, toute région, manifestent ensemble pour réclamer la fin du système confessionnel, la lutte contre la corruption et la création d'un État réellement fonctionnel. C'est le soulèvement le plus transversal de toute l'histoire du Liban moderne. Les images sont saisissantes. Des foules immenses formant des chaînes humaines de Tripoli à tire-point, mais le mouvement ne réussit pas à transformer le système. Et en 2020, une catastrophe d'une ampleur inouïe frappe le pays déjà à genoux. Le 4 août 2020, à 18h du soir, une explosion gigantesque dévaste le port de Beyrouth. 222 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées dans des conditions anarchiques depuis des années dans un entrepôt,
explose avec une force équivalente à plusieurs milliers de tonnes de TNT. Plus de 200 personnes meurent. Des milliers sont blessés. Des quartiers entiers de la ville sont dévastés. La moitié de Beyrouth est soufflée. C'est l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire. L'enquête sur les responsabilités se heurte à des blocages politiques constants. Aucun responsable de haut rang n'est poursuivi à ce jour. Le traumatisme reste vif. Et dans le même temps, le Liban plonge dans la plus grave crise économique de son histoire, parfois décrite par la Banque mondiale comme l'une des pires crises économiques mondiales depuis le milieu du 19e siècle. La livre libanaise perd plus de 90% de sa valeur. Les banques bloquent les dépôts. Des millions de Libanais tombent sous le seuil de pauvreté en quelques mois. Malgré tout, et c'est peut-être la chose la plus frappante dans toute cette histoire, le Liban résiste. Les Libanais trouvent des ressources là où d'autres auraient capitulé. Des jeunes médecins restent malgré des salaires dérisoires. Des entrepreneurs inventent de nouveaux modèles. Des artistes continuent de créer. Des familles dans la diaspora envoient de l'argent. Le pays souffre, mais il ne s'effondre pas complètement. Cette résilience, héritée de cette 1000 ans d'histoire, d'invasion, de reconstruction et de renaissance, est peut-être l'héritage le plus profond des Phéniciens. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage. 7000 ans en quelques dizaines de minutes. Des Cananéens aux Phéniciens, des Grecs aux Romains, des Croisés aux Ottomans, des Français aux indépendantistes, des guerres civiles aux révolutions populaires, le Liban a traversé plus d'histoires, plus de transformations, plus de destruction et de reconstruction que la plupart des nations qui existent aujourd'hui. Ce qui frappe, au fond, c'est la permanence d'une identité. Malgré tout ce qui a voulu la noyer, les conquêtes, les colonisations, les guerres, les crises, il y a quelque chose qui survit. Quelque chose de libanais qui persiste à travers les âges. Une aptitude au commerce et à l'ouverture sur le monde, héritée des Phéniciens. Une capacité à porter plusieurs identités à la fois arabes et méditerranéennes, orientales et occidentales, chrétiennes et musulmanes, sans que l'une efface l'autre. Une résistance tenace à l'effacement. Le cèdre qui orne le drapeau libanais est l'un des arbres les plus anciens du monde. Certains cèdres du Liban, dans la forêt de Bécharé, ont plus de 3000 ans. Ils ont vu passer les Phéniciens, Alexandre le Grand, les Croisés, les Ottomans, les Français et les guerres modernes. Et ils sont toujours là. Peut-être que c'est le meilleur symbole pour ce pays. Lent à grandir, profondément enraciné, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Et finalement, indestructible. Le Liban n'est pas seulement un pays du Moyen-Orient. C'est une idée possible de vivre ensemble malgré les différences. Que le pluralisme n'est pas une faiblesse mais une force. Et que même dans les moments les plus sombres, la beauté, la culture et la dignité humaine peuvent survivre. Ce pari est difficile. Il échoue souvent. Mais il est relancé, encore et encore, par chaque génération de Libanais qui refusent d'y renoncer. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quelle est la période la plus marquante de l'histoire du Liban? Est-ce l'âge d'or phénicien, avec ses navigateurs et son alphabet révolutionnaire? Est-ce la splendeur romaine de Baalbek? Ou bien, au contraire, pensez-vous que c'est la reconstruction difficile et courageuse des dernières décennies qui définit le mieux l'âme de ce pays? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Les échanges que vous créez nous permettent de mieux comprendre ce que vous attendez de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire complète du Liban. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a touché, si elle vous a donné envie d'en savoir plus, alors partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, aime l'histoire. Abonnez-vous à Travers Histoire pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Laissez un commentaire, mettez un pouce et surtout continuez à vous intéresser au monde et à ses histoires. Parce que comprendre le passé, c'est toujours une façon de mieux comprendre le présent. À très bientôt.